Merci à toutes celles et ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter mon travail de thèse. Donc, j'ai travaillé sur l'efficacité des interventions psychosociales chez les réfugiés et les migrants qui présentent des troubles psychiques. Euh, Avant de commencer, je vais rappeler, ou en tout cas expliquer une petite nuance dans les termes que je vais utiliser. Je vais parler de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Les migrants, c'est un terme assez général pour évoquer les personnes déplacées d'un pays à l'autre. Les réfugiés sont des personnes qui fuient généralement une situation de guerre ou de violence dans leur pays d'origine. Et les demandeurs d'asile sont des réfugiés qui ont déjà débuté des démarches en vue d'obtenir l'asile dans le pays d'arrivée. Je articulerai mon propos de cette manière. Je vais faire une petite introduction. Je présenterai les méthodes que j'ai utilisées. Ensuite, je vous proposerai mes résultats avec une description des interventions psychosociales que j'ai trouvées dans les études. Je parlerai des risques de biais dans ces études et puis je terminerai mes résultats par ceux qui ont eu une efficacité, ou en tout cas qui le proposent dans leurs études. Je finirai sur une discussion et je conclurai. Alors, pour commencer, je vous propose de parler des chiffres des Nations Unies de 2022. Ce sont les plus récents. Dans le monde actuellement, il y a plus de 100 millions de personnes déplacées. C'est la première année où on dépasse les 100 millions. Alors 100 millions, ça concerne plusieurs types de personnes. Il y a notamment pour 60 millions des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays à cause de violences et de la guerre. Puis il y a aussi 35 millions de réfugiés qui quittent leur pays à cause de la guerre notamment ou d'autres violences. Et il y a aussi un peu plus de 5 millions de demandeurs d'asile. La répartition des réfugiés, c'est 70% dans les pays limitrophes aux pays qu'ils ont fui. Et en 2022, la moitié des réfugiés étaient d'origine syrienne, des Ukrainiens ou des Afghans. Je peux ajouter aussi que les pays qui actuellement accueillent le plus de réfugiés, c'est l'Iran, la Turquie et la Colombie, du fait de la situation au Venezuela. Alors, naturellement, ces populations sont amenées à développer des troubles psychiques. Effectivement, ils sont confrontés à des expériences traumatiques sévères, notamment des violences, des deuils, des décès prématurés et violents autour d'eux, aussi des violences sexuelles. Ensuite, leurs conditions de fuite et de transit sont assez précaires, avec beaucoup d'insécurité et à nouveau des violences. Euh, à leur arrivée dans les pays visés, les choses ne s'arrangent pas forcément. Il y a beaucoup de précarité et des difficultés pour l'intégration sociale et pour retrouver une stabilité qui serait propice à un rétablissement dans le cas des troubles psychiques. Et puis, sur un versant un peu plus psychologique, on peut parler de fracture identitaire. C'est le problème d'identifier les sacrifices et puis l'arrivée dans le pays d'origine, de donner du sens au parcours. Pour ces personnes, c'est très difficile quand ils arrivent à un endroit et que finalement, ce qu'ils obtiennent, c'est encore plus de misère et de précarité. Hop. En ce qui concerne les statistiques des troubles psychiques chez les réfugiés et les demandeurs d'asile, décrire des prévalences pour ces populations, c'est assez difficile. Déjà parce que ça évolue beaucoup dans le temps, parce que selon les guerres, les choses changent pas mal, et c'est des prévalences qui sont influencées par les méthodes utilisées dans les études et par les définitions qu'on donne aux troubles psychiques pour ces populations. Moi, j'ai utilisé une méta-analyse récente, celle de Blackmore en 2020, qui, par exemple, pour les troubles anxieux et les troubles psychotiques, tous troubles psychotiques confondus, décrit des prévalences un peu inférieures à celles de la population générale. Pour les troubles anxieux, 11% contre 16% en population générale. Et pour les troubles psychotiques, 1,5% contre 3% en population générale. Et ça, si je le confronte à d'autres travaux, par exemple des travaux de 2005, qui concernent uniquement la schizophrénie chez les migrants, et ben là, on propose un ratio plutôt en faveur des migrants avec plus de schizophrénie, 1,1 fois plus de schizophrénie que dans la population générale. Donc voilà, les chiffres ne sont pas toujours en accord.
En ce qui concerne par contre le trouble stress post-traumatique et les symptômes et les syndromes dépressifs, les chiffres que j'ai retrouvés sont quand même un peu plus homogènes. Et la méta-analyse récente de Blackmore propose 30% de prévalence de troubles stress post-traumatique contre 4% à la population générale et 31,5% de troubles dépressifs contre 12% en population générale. Comme je disais, les catégories et les méthodes évoluent et je peux citer l'apparition du trouble stress post-traumatique complexe dans nos catégories diagnostiques qui influence aussi notre manière d'identifier les diagnostics et de créer notre épidémiologie. Donc, intervenir sur les troubles psychiques dans ces conditions migratoires, c'est répondre aux besoins de santé mentale de ces populations et puis également faire une promotion, une prévention de la santé. Ce sont des contextes assez complexes et il y a un accès aux soins qui est très difficile. Et donc, l'objectif de ces interventions psychosociales, c'est d'apporter un complément aux soins médicamenteux quand les médicaments sont nécessaires ou une alternative. Et ça peut concerner l'individu, la famille, un groupe entier, et voire une communauté, et dans des domaines assez variés, que ce soit psychologique, social ou seulement du bien-être. Mes méthodes pour l'étude que j'ai réalisée, c'était d'inclure tout essai randomisé contrôlé qui concernait des populations avec un parcours migratoire récent, donc des réfugiés et des demandeurs d'asile, en âge supérieur à 16 ans. Il n'y avait pas de restriction sur le lieu et le type de l'intervention, pas de restriction sur le pays qui réalisait l'étude. Tous les types d'intervention étaient bienvenus, à condition que ce ne soit pas du médicamenteux. Et tous les types de comparateurs étaient possibles dans les bras contrôle. Il fallait qu'il y ait une mesure de l'efficacité et j'ai inclus tout article antérieur à juin 2023, qui est la date de ma recherche bibliographique. Voici une version un peu courte de mon flowchart. Donc, au final, j'ai eu 270 articles, j'en ai retiré un certain nombre et puis finalement, j'en ai inclus 12. Voilà. Donc, 12 articles retenus. La taille des échantillons était de 74 à 694 participants pour un total de 4053 participants. Les études, il y en a eu 6 qui ont eu lieu en Europe, 3 au Moyen-Orient, 2 études aux États-Unis, une étude en Ouganda et une étude en Malaisie. On peut voir un peu la répartition des participants de leurs origines, en tout cas. Sur les 12 études, il y a eu un quart d'études qui concernaient des personnes d'origine de Syrie, un quart des études pour des personnes du Moyen-Orient, donc ça incluait essentiellement des Irakiens, des Syriens et des Afghans. Il y avait 2 études qui concernaient tout type de migrants, que ce soit de l'Afrique centrale et du Moyen-Orient, 2 études sur les Birmans et voilà, une étude de Soudanais et une étude d'Afghans. Je vais voilà, commencer à vous présenter mes interventions psychosociales qui ont été rapportées dans ces études. La première s'appelle Self-Help+. C'est une intervention qui est basée sur sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une psychothérapie de 3e génération qui propose un travail autour de l'évitement expérientiel. En fait, dans les troubles psychiques qui ont un retentissement émotionnel et anxieux, euh, il y a donc cet évitement expérientiel qui va avoir un retentissement et qui va constituer une entrave. Donc, l'objectif de cette thérapie, c'est d'inciter l'action et l'engagement. Cette thérapie, elle a eu un effet démontré dans de nombreux domaines de la santé mentale et également dans la santé somatique. Je peux citer la dépression, la psychose ou l'épilepsie, par exemple. Il y en a les travaux de Déborah Ducasse et Guillaume Font récemment qui ont planché là-dessus. Et c'est une intervention qui est transdiagnostique. Et alors, pour cette intervention, j'ai eu 3 études qui se sont intéressées à ça. Une étude sur des réfugiés en Turquie, une étude qui a eu lieu dans différentes structures locales d'accompagnement en Europe, donc dans différents pays, et une étude dans un camp de réfugiés en Ouganda. Les 2 premières études ont mesuré l'impact sur les troubles psychiques, tous troubles psychiques confondus, à 6 mois.
Et la dernière étude mesurait l'influence sur la détresse psychique à 3 mois. L'intervention suivante s'appelle Problem Management Plus. C'est également une intervention transdiagnostique. Il s'agit d'un traitement psychologique de faible intensité. Elle était proposée pour la dépression, l'anxiété, le stress et le deuil. Globalement, c'était une intervention avec un rendez-vous hebdomadaire pendant 5 semaines, avec un apprentissage de la gestion du stress, la résolution de problématiques individuelles. Le but, c'était aussi d'améliorer la persévérance et le lien aux autres. 3 études ont étudié cette intervention. Une en Autriche avec des réfugiés, des demandeurs d'asile afghans, une dans un camp de réfugiés en Jordanie et une autre aux Pays-Bas, avec des Syriens. L'étude en Autriche, elle a mesuré avec un score la santé psychique globale à 1 semaine. Et les 2 autres ont mesuré les symptômes de dépression et d'anxiété à 3 mois. L'intervention suivante s'appelle Refugee Wellbeing Project. C'est un programme américain proposé sur 1 an. Ils ont conçu un modèle de partenariat entre des familles de réfugiés, des organismes communautaires et les universités. En gros, c'était des étudiants en droit qui accompagnaient des personnes à l'issue de leur parcours migratoire aux États-Unis avec des objectifs autour de la santé, de l'emploi, de l'éducation, de la défense des droits et aussi des échanges culturels aux États-Unis. Il y avait 4 groupes communautaires, les Irakiens, les Syriens, les Afghans et les Africains. Cette étude n'a pas désigné de critère principal. Elle a mesuré plusieurs critères à 6 mois. Il y avait l'acculturation à la culture américaine, les performances en anglais, le soutien social perçu et les symptômes de dépression et d'anxiété. L'intervention suivante, c'est la psychothérapie intensive et la gestion de cas. À nouveau, c'était une étude américaine qui a été proposée à des réfugiés birmans sur 1 an. Ça consistait en des psychothérapies orientées pour la dépression et le trouble stress post-traumatique. Donc, elle utilisait des méthodes qui sont actuellement utilisées en population générale, donc la TCC, la Narrative Exposure Therapy, la psychoéducation et la gestion du stress. Les participants étaient également accompagnés par un gestionnaire de cas qui les aidait en termes de rétablissement, de résolution des problèmes. Il facilitait également les soins, notamment du fait des problématiques transculturelles. Ça permettait un accompagnement et une compréhension des soins. Et il avait aussi pour objectif d'améliorer les liens sociaux et communautaires. Il élaborait avec les participants un plan de soutien individuel et collectif, et communautaire, pardon. Le but de ce plan, c'était de définir avec le participant ses objectifs. Par exemple, je souhaite devenir un citoyen américain ou je souhaite travailler pour aider ma famille. Pour cette intervention, à nouveau, pas de critère principal défini, mais plusieurs critères qui ont été mesurés à 0, 3, 6 et 12 mois. Il y avait les symptômes de dépression et d'anxiété, il y avait la douleur physique, il y avait les symptômes de troubles stress post-traumatique et également une échelle mesurant le fonctionnement social. L'intervention suivante s'appelle Step by Step. C'est une intervention digitale qui a été conçue pour le traitement de la dépression. Cette intervention a été adaptée pour les réfugiés syriens qui étaient recrutés au Liban. Et ils avaient accès à l'intervention sur des interfaces type application sur Android ou téléphone. Ça consistait en des sessions de psychoéducation, de gestion du stress, de thérapie de gratitude et de renforcement du soutien social. Donc, par différentes sessions auxquelles ils avaient accès, puis il fallait valider une session pour accéder à la suivante. Pour cette étude, 2 critères ont été mesurés à 3 mois. Il y avait les symptômes dépressifs et il y avait les troubles fonctionnels ou le handicap avec l'échelle WODAS 2.0 qui mesurait la cognition, la mobilité, l'hygiène personnelle, la sociabilité, les activités de vie.
L'intervention suivante s'appelle Teaching Recovery Techniques. C'est une étude qui a été conçue initialement pour le soin du trouble stress post-traumatique chez les réfugiés adolescents. Elle a été utilisée notamment en Suède et en Palestine. Cette intervention, elle n'a pas été validée chez l'adulte. Et là, elle a été testée chez des réfugiés syriens de plus de 16 ans en Norvège. Elle proposait une thérapie cognitivo-comportementale et de la psychoéducation. Son critère principal était mesuré à 6 semaines et c'était les symptômes de troubles stress post-traumatique. Ensuite, on a l'intervention qui s'appelle le modèle ADAPT, qui est une intervention de thérapie intégrative. L'objectif, c'était de proposer aux participants de se resituer dans leur parcours, de s'emparer de leur histoire pour donner un peu plus de sens, notamment aux événements traumatiques. Proposer de la psychoéducation, la narrative exposure thérapie, de la résolution de problèmes, la gestion du stress et la régulation des émotions. Cette étude était réalisée en Malaisie pour des réfugiés birmans et le bras contrôle, c'était la TCC. Cette étude mesurait des troubles psychiques à 6 semaines avec un score qui s'appelle le Refugee Mental Health Assessment Package qui mesure plusieurs domaines. Donc, il y avait la mesure du trouble stress post-traumatique et il y avait également la mesure du trouble stress post-traumatique complexe. C'est la seule étude dans celle que j'ai incluse qui faisait cette nuance. Il regardait également le trouble dépressif majeur, les difficultés de vie post-migration, une échelle mesurant la résilience et une autre échelle mesurant le niveau de stress. Et enfin, la dernière étude que j'ai incluse concernait la musicothérapie. La musicothérapie, c'est un usage professionnel de la musique en tant qu'intervention médicale et éducative. Elle propose une amélioration du bien-être physique, social, émotionnel, intellectuel. Ces effets sont bien démontrés aujourd'hui pour les adultes, notamment dans la dépression et dans les troubles du sommeil. Et en ce qui concerne cette étude, c'est la première étude contrôlée randomisée pour les migrants avec des symptômes de troubles stress post-traumatique. C'était une étude de non-infériorité qui était comparée à la TCC. Et elle concernait des participants africains ou du Moyen-Orient qui étaient réfugiés au Danemark. Son critère de mesure principale, c'était les symptômes de troubles stress post-traumatique à 6 mois. Voilà, j'ai fini de vous présenter les interventions qui sont au nombre de 8 et je vais vous parler maintenant des risques de biais dans ces études. J'ai utilisé le ROB dans sa version de 2011. Pour résumer sur les risques de biais, en termes de biais de sélection, les randomisations étaient pour tous les articles de bonne qualité. L'allocation secrète était maintenue dans 10 études sur 12. En termes de performance, par contre, il n'y avait pas d'aveugle sur les participants dans aucune des études, du fait que ce sont des interventions psychosociales. L'aveugle est donc très compliqué à mettre en place. En termes de biais de détection, les évaluateurs, eux, étaient en aveugle dans la majorité des études, donc 10 pour 12. Et en ce qui concerne l'attrition, elle était maîtrisée dans 7 études. Elle correspondait en tout cas à l'attrition annoncée dans le protocole vis-à-vis de la puissance calculée. Et par contre, pour 5 études, elles ont été classées en risque de biais incertain ou élevé, du fait que soit les études avaient dépassé l'attrition calculée, ou alors que dans leurs résultats, elles ne mentionnaient pas bien l'attrition ou ce n'était pas clair. Et puis, en ce qui concerne les biais de notification, il y a eu un protocole manquant pour une étude et il y a eu 2 études qui ont dû modifier leurs critères principaux, notamment le temps de mesure, à cause de la pandémie. Voilà, j'ai remis ici la version résumée de mon tableau des risques de biais qui illustre un petit peu, selon les études, ce qu'on peut retrouver. Je peux mentionner notamment l'étude de Goodkind, donc, qui portait sur le Refugee Wellbeing Project, où on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de risques de biais. Je reviens sur mes résultats et sur leur efficacité. Je vais les présenter par domaine. Donc, en ce qui concerne les symptômes dépressifs, il y a 5 études qui ont eu une supériorité significative par rapport à leur bras contrôle.
Donc, la thérapie intégrative contre la TCC était supérieure à 6 semaines. Pour ce qui est de l'intervention de Problem Management Plus, il y avait l'étude de Bryant et l'étude de Graff, donc 2 études par rapport au traitement habituel, toutes les 2 à 3 mois, on montrait une supériorité. L'intervention digitale step by step également était supérieure au bras contrôle à 3 mois. Et la psychothérapie intensive et la gestion de cas étaient supérieures à 6 et 12 mois. En ce qui concerne l'amélioration des symptômes de troubles stress post-traumatique, 2 études étaient supérieures à leur bras contrôle. Donc, il y avait la thérapie intégrative supérieure à la TCC à 6 semaines. Et il y avait la psychothérapie intensive et la gestion de cas supérieure au traitement habituel à 6 et 12 mois. Également, la musicothérapie a montré une équivalence à 6 mois contre la TCC. En ce qui concerne l'anxiété et la détresse psychique, l'intervention Self-Help Plus était supérieure au traitement habituel à 3 mois. Le Refugee Wellbeing Project également était supérieur au bras contrôle qui consistait en une liste d'attente, donc à 6 mois, et ça concernait uniquement les groupes syriens, afghans et irakiens. Ils n'ont pas trouvé de différence significative pour les Africains. Et puis, il y avait également la psychothérapie intensive et la gestion de cas contre le traitement habituel à 6 et 12 mois. Pour la mesure de la santé mentale globale, on a pu voir tout à l'heure que certains scores mesuraient plutôt les troubles psychiques, tous confondus. Et donc, on a 2 études là qui concluent à une supériorité par rapport, alors pour CEF-L+, c'est par rapport au traitement habituel. Et puis, il y avait également Problem Management Plus par rapport au traitement habituel à 1 semaine. Et en ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement social et de l'acculturation, le Refugee Wellbeing Project concluait également à une amélioration significative contre la liste d'attente à 6 mois. J'en arrive à ma discussion. On a vu qu'il y a une grande diversité d'interventions, que ce soit dans le domaine psychologique ou social. Il y a des résultats qui sont prometteurs pour la prise en charge des populations migrantes, malgré les risques de biais que j'ai mentionnés. Les designs d'études sont variés et les observations portent sur différents domaines. Mon étude a des limites, notamment le choix de l'algorithme qui a dû restreindre beaucoup la sélection d'articles. Peut-être que des critères plus ouverts auraient apporté plus d'articles. Là, j'ai eu affaire à peu d'études et leur comparabilité est assez limitée. En effet, on a pu voir qu'il y a une certaine hétérogénéité de ces articles en termes notamment d'interventions qui touchent à des domaines différents et qui proposent des thérapies assez différentes. Les communautés également sont assez variées. Certaines études proposent leur intervention à tout type de communautés et certaines vont se centrer uniquement sur une communauté particulière, notamment les Syriens, par exemple, où on avait 3 études dessus. Les contextes de soins ou d'intervention sont également assez différents. Il y a eu des études qui portaient sur des personnes en camp et d'autres études qui étaient dans des missions locales dans les pays d'arrivée, par exemple. Les outils de mesure aussi sont assez variés. Certains proposent de cibler uniquement un trouble et d'autres vont mesurer plutôt la santé mentale globale. Et les domaines étudiés, comme je le mentionnais, sont assez variés aussi. Dans ces études, la temporalité est assez limitée, assez courte. Les résultats que je vous ai présentés, pour certaines études, ça démarre à 1 semaine, et puis pour d'autres, ça va jusqu'à 6 mois, 1 an grand maximum, et ça s'arrête là. Ces résultats courts, c'est lié pour beaucoup à l'instabilité des populations migrantes. Le suivi est souvent assez limité. Mais pourtant, les troubles tels qu'on les connaît, la dépression, le trouble anxieux, le trouble stress post-traumatique, sont des choses qui s'inscrivent sur des temporalités quand même plus à long terme. Et donc, ça paraît essentiel de voir ce qui se passe après, notamment en termes de rétablissement. Et malheureusement, le suivi de ces populations est difficile au long cours. On peut même voir encore plus loin, où il y a des travaux qui se basent sur la santé des générations après,
Et donc la génération, les enfants de réfugiés qui, eux aussi, ont des problèmes de santé mentale en lien avec ce parcours. Bon, les études, même dans leur conception, doivent s'adapter aux cultures. Donc, on a vu que les outils de mesure pouvaient s'adapter un petit peu, ainsi que les interventions. Et c'est important parce que dans les populations et dans le monde, les perceptions sur la santé mentale sont assez variées. Et dans tous les pays, il réside encore la stigmatisation par rapport à la notion de santé mentale ou de troubles psychiques. Et ça a une grande influence sur l'adhésion aux soins et aussi sur notre perception des diagnostics des troubles dans ces populations. Pour conclure, donc on a des populations dont les chiffres sont en augmentation constante et avec de forts besoins de soins. Les tableaux sont complexes et les prises en charge nécessairement sont pluridisciplinaires. Les interventions portent sur des domaines assez complémentaires et variés pour le soin et pour l'intégration de ces populations. Et je terminerai en rappelant cette urgence sociale et sanitaire aujourd'hui qui nécessite qu'on développe plus de stratégies de recherche et de stratégies de soins innovantes. Merci pour votre attention.